Bonjour, je remercie Bréas pour son invitation à parler du syndrome de déventilation dans ce cycle de formation sur la VNI et notamment sur la VNI dans la BPCO. En effet, ce syndrome peu étudié et fréquemment rencontré dans la BPCO et je vais vous montrer les données actuelles dont on dispose. Voici mes conflits d'intérêts dont la plupart résident de conseils ou formations comme celle-ci. Donc, nous allons suivre le plan suivant. Tout d'abord, qu'est-ce que le syndrome de déventilation et a-t-on des données de prévalence? On en a uniquement dans la BPCO. Quelles sont les caractéristiques cliniques de ces patients qui présentent un syndrome de déventilation? Quel impact a ce syndrome de déventilation dans la BPCO? On va parler des mécanismes physiopathologiques probablement impliqués dans ce syndrome pour finir par les stratégies thérapeutiques qui sont actuellement à disposition. Donc, le syndrome de déventilation, c'est la survenue d'une dyspnée le matin au retrait de la VNI. Mais finalement, il n'y a pas de définition consensuelle en termes d'intensité. Et vous voyez ici les trois études publiées sur ce syndrome. Dans la première et l'étude Princeps de Dan Adler en 2012, le syndrome de déventilation était défini comme une dyspnée cotée sur une échelle de Borg avec une intensité strictement supérieure à 4 sur 10. Dans les études plus récentes britanniques, vous voyez que l'équipe de Schellenberg a défini le syndrome de déventilation comme l'augmentation, cette fois-ci, de l'intensité de la dyspnée de plus de 2 points sur l'échelle de Borg pendant une durée de 30 minutes, dans les 30 premières minutes qui suivent le retrait du masque. Dans l'étude de Lütgen, cette dyspnée était définie comme une aggravation de l'intensité de la dyspnée après le retrait du masque avec une augmentation de plus de 3 points sur l'échelle de Borg. Vous voyez que l'intensité varie en fonction des études. Dans tous les cas, cette dyspnée intense va gêner le patient pour ses activités quotidiennes et est souvent associée à une tachypnée et à la nécessité de se mettre assis pour pouvoir améliorer la ventilation. Donc, ce syndrome a été peu étudié. On n'a que 3 études qui rapportent une prévalence. L'étude de Dan Adler, vous voyez, prévalence dans la cohorte de patients BPCO. Donc, 61 patients BPCO ont été étudiés dans cette étude. Parmi ceux-là, 32 patients avaient une BPCO sévère. Il a retiré les syndromes, les overlap syndromes avec un syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Et vous voyez qu'on retrouvait 9 syndromes de déventilation sur 32, soit une prévalence de 28%. Dans l'étude de Lütgen, avec une cohorte assez identique, vous voyez, 31 patients BPCO sous VNI, on retrouve une prévalence de 36%, puisque 11 patients sur 31 présentent un syndrome de déventilation. Dans l'étude de Schellenberg portant sur 71 patients, 3 ont été exclus, en fait 4 patients ont été exclus, un parce qu'il avait été inclus 2 fois dans l'étude, 3 puisqu'il n'y avait pas la cotation de la dyspnée, donc sur 67 patients, cette fois-ci 39 patients présentent un syndrome de déventilation, soit une prévalence de 58%. Donc, quelles sont les caractéristiques de ces patients présentant un syndrome de déventilation et qu'est-ce qui les différencie des patients ne présentant pas de syndrome de déventilation? En termes de caractéristiques cliniques, sur le sexe, l'âge ou le BMI, vous voyez qu'il n'y a pas de différence. Sur notamment les pressions inspiratoires et expiratoires, de nouveau, pas de différence avec des niveaux de pression inspiratoire notamment qui sont identiques. La fréquence respiratoire de sécurité n'est pas différente. En revanche, vous voyez que le temps inspiratoire maximal est discrètement plus long chez les patients qui présentent un syndrome de déventilation, des patients qui n'en présentent pas. En termes de sévérité sur l'hypoventilation alvéolaire, il n'y a aucune différence avec une PCO2 alentour de 47 mm de mercure. Sur la fonction respiratoire, on voit que les patients qui présentent un syndrome de déventilation ont une CV max diminuée, probablement en lien avec une atteinte diaphragmatique, on y reviendra. Ils ont également une obstruction bronchique plus sévère, donc ces patients ont une atteinte fonctionnelle respiratoire plus importante
et ils ont une distension thoracique, en tout cas un piégeage gazeux attesté par un rapport VR sur CPT plus altéré, puisque le VR est plus augmenté. Alors, ça n'est pas significatif, probablement du fait d'un manque de puissance, mais un VR sur CPT plus augmenté, témoignant d'un piégeage gazeux plus important à l'origine, donc d'une distension thoracique statique. Cette distension thoracique et ce piégeage gazeux sont en lien avec des résistances bronchiques augmentées. Par ailleurs, ce syndrome de déventilation a un impact, on y reviendra, sur les performances musculaires, parce que vous voyez que la distance de marche est significativement plus basse chez les patients ayant un syndrome de déventilation que chez les patients qui n'en ont pas. Mais vous remarquez que ces patients ont une atteinte respiratoire sévère avec un trouble ventilatoire obstructif sévère. Lorsqu'on regarde l'autre étude allemande avec une prévalence du syndrome de déventilation plus importante, je vous rappelle, 58% des patients ont un syndrome de déventilation, on retrouve par rapport aux patients qui n'ont pas de syndrome de déventilation un tabagisme plus important, probablement à l'origine d'une BPCO plus sévère, on va le revoir. Il n'y avait pas d'autre différence en termes de caractéristiques cliniques, que ce soit le BMI, l'âge ou le sexe des patients. Il n'y avait pas non plus de différence en termes de traitement médicamenteux. Lorsqu'on regarde les pressions, on y reviendra, mais vous notez que les niveaux de pression inspiratoire sont plus élevés que dans l'étude précédente, mais aucune différence de nouveau entre les patients qui ont un syndrome de déventilation, des patients qui n'en ont pas. Cette fois-ci, la fréquence de sécurité, enfin de nouveau, la fréquence de sécurité n'est pas différente, mais cette fois-ci, il n'y a pas de différence en termes de temps inspiratoire maximal. Les patients qui ont un syndrome de déventilation sont plus sévères, avec un débit d'oxygène nécessaire plus important que chez les patients qui n'ont pas de syndrome de déventilation. Donc, de nouveau, probablement une atteinte respiratoire plus sévère. Effectivement, lorsqu'on regarde la sévérité de l'obstruction bronchique, on a une différence significative avec une obstruction bronchique très sévère chez les patients qui ont un syndrome de déventilation, moins sévère chez les patients qui n'en ont pas. Ceci a un impact sur la dyspnée et la qualité de vie, puisque le score de CAT et le score MMRC sont plus élevés chez les patients qui ont un syndrome de déventilation des patients qui n'en ont pas. Lorsqu'on regarde en revanche le niveau de distension thoracique, vous voyez le pourcentage de volume résiduel, il n'y a pas de différence significative, mais quand même, on voit que le volume résiduel est plus important, plus élevé chez les patients qui ont un syndrome de déventilation avec des distensions thoraciques importantes. Lorsqu'on regarde l'excursion diaphragmatique, témoin de la fonction diaphragmatique, il n'y a pas de différence en pré-ventilation, donc juste avant que les patients soient mis sous VNI, entre les deux groupes de patients. On avait vu que les patients avaient des niveaux d'oxygénothérapie plus élevés. Ils ont également une hypoventilation alvéolaire plus importante, et que ce soit avant la mise sous VNI, c'est des patients qui étaient vus dans le cadre du suivi de leur VNI, donc patients déjà appareillés depuis un moment, et on voit que ce soit avant la VNI ou au retrait de la VNI, une différence significative en termes d'hypoventilation alvéolaire, donc probablement quand même des patients plus sévères dans le groupe syndrome de déventilation. Maintenant, si on essaye de comprendre ce qui différencie les deux études avec, dans l'étude de Schellenberg, une prévalence de 32% et dans la seconde étude, une prévalence de 58%. Ce qu'on retrouve comme différence, c'est d'une part le niveau de pression. Alors, il n'y a pas de, je ne peux pas faire de statistiques parce que c'est deux études différentes, mais vous voyez que dans la première étude, le niveau de pression inspiratoire est à 16,7, alors que dans la deuxième étude, le niveau de pression inspiratoire est plus important. Le temps inspiratoire maximal est aussi discrètement plus élevé dans l'étude, dans la seconde étude par rapport à la première. Et enfin, le niveau d'obstruction bronchique est également un petit peu plus important dans l'étude de Schellenberg. Il n'y a en revanche pas de différence en termes de distension thoracique. Donc, quel impact va avoir le syndrome de déventilation sur la
qualité de vie des patients. Vous voyez que les patients qui ont un syndrome de déventilation, par définition, ont une dyspnée plus importante. Mais on voit aussi qu'en termes de qualité de vie évaluée par le questionnaire SRI, on a une différence significative avec une qualité de vie plus altérée en cas de syndrome de déventilation par rapport à l'absence de syndrome de déventilation, avec des plaintes respiratoires plus importantes, un retentissement fonctionnel sur les performances physiques plus important. C'est confirmé sur la mesure du test de marche de 6 minutes. Vous voyez qu'après retrait du masque, on a une diminution significative de la distance de marche au test de marche de 6 minutes. On a également une diminution de la capacité vitale maximale, témoignant d'une majoration de la faiblesse diaphragmatique très probablement. Alors que chez les patients qui n'ont pas de syndrome de déventilation, on n'a pas de différence au niveau du test de marche. On a une diminution de la capacité vitale, mais qui n'est pas significative. Donc finalement, les patients qui ont un syndrome de déventilation ont une diminution significative de l'intensité de la dyspnée après le retrait du masque, une altération des performances fonctionnelles avec une diminution de la distance de marche de 6 minutes. Pas de modification, en revanche, pas de différence significative, en revanche, en termes de PaCO2, la ventilation est efficace dans les deux groupes. Dans l'étude, donc on voit ici, dans l'étude de Lingen, l'évolution de la dyspnée. Vous voyez que la dyspnée reste significativement plus élevée avec une cotation aux alentours de 7 sur l'échelle de Borg, et cette augmentation de la dyspnée persiste significativement pendant 2 heures. Après, le patient retrouve une dyspnée plus élevée que dans le groupe de patients sans syndrome de déventilation, mais avec une stabilisation de l'intensité. En termes de capacité vitale, le patient sans syndrome de déventilation a une capacité vitale qui reste stable, alors que le patient qui a un syndrome de déventilation a une diminution significative de la capacité vitale qui s'améliore après 2 heures. Ceci explique probablement cette diminution de la distance de marche de 6 minutes qui s'améliore significativement après 4 heures. En revanche, il n'y a pas d'évolution significative de la PCO2. Vous voyez ici, dans l'étude de Lungen, l'évolution à 10 minutes du retrait du masque, à 20 minutes, à 30 minutes et à 60 minutes. Vous voyez que par rapport aux patients qui n'ont pas de syndrome de déventilation, on a une augmentation significative et importante de la dyspnée après le retrait, 10 minutes après le retrait du masque chez les patients qui ont un syndrome de déventilation, et que cette dyspnée à 60 minutes reste quand même plus élevée, même si ça n'est plus significatif par rapport aux patients qui n'ont pas de syndrome de déventilation, en rapport avec une atteinte respiratoire plus sévère. Lorsqu'on regarde la fréquence respiratoire des patients à baseline, sous VNI et au retrait de la VNI, on voit que les patients qui ont un syndrome de déventilation ont une fréquence respiratoire qui monte au retrait de la VNI, alors qu'elle est bien améliorée par la VNI, et que cette fréquence respiratoire est plus élevée, même si ça n'est pas significatif, que ce soit AT1 ou AT2 par rapport aux patients qui n'ont pas de syndrome de déventilation. Alors, quel mécanisme on peut évoquer à l'origine de ce syndrome de déventilation? On peut évoquer les asynchronies. Dans l'étude de Dan Adler, on voit que lorsque on corrige les asynchronismes, le syndrome de déventilation diminue. Et ces asynchronismes sont liés principalement à des efforts non récompensés. Dans cette étude, lorsque le clinicien voyait des efforts non récompensés, cela s'accompagnait d'une réduction de la pression inspiratoire, et ceci permettait une amélioration du syndrome de déventilation par amélioration du nombre d'efforts non récompensés. On en avait chez quelques patients une augmentation de la fréquence respiratoire de sécurité, vous voyez, mais sans effet sur la fréquence spontanée du patient, puisque chez quasiment tous les patients, la fréquence spontanée du patient était supérieure à la fréquence de sécurité.
Lorsqu'on regarde néanmoins dans l'étude de Schellenberg, on ne voit pas de différence significative entre les niveaux de pression inspiratoire entre les deux groupes de patients, qu'ils aient ou pas un syndrome de déventilation. De la même façon, la fréquence de sécurité n'était pas différente. On n'avait pas de différence dans cette étude sur la durée du temps inspiratoire maximal, mais il y avait une durée du temps inspiratoire maximal qui était un petit peu plus élevée dans l'étude de Lundgren, témoignant probablement de possibles cyclages tardifs. On peut évoquer une faiblesse diaphragmatique puisque la capacité vitale maximale était diminuée après retrait du masque. Néanmoins, dans l'étude de Schellenberg, essayant de rechercher une majoration de la dysfonction diaphragmatique par l'échographie diaphragmatique et la mesure de l'excursion diaphragmatique, vous voyez que dans les deux groupes, on avait une diminution de l'excursion diaphragmatique, mais qu'il n'y avait pas de différence significative entre les deux groupes. Néanmoins, cette réduction de l'excursion diaphragmatique pouvait témoigner d'une diminution transitoire de la force diaphragmatique due à l'hyperinflation, comme en témoignait également la réduction de la capacité vitale qui était en revanche plus importante dans le syndrome de déventilation, de même que la mesure des pressions inspiratoires maximales. Donc probablement que le syndrome de déventilation, on y reviendra, résulte d'une faiblesse ou d'une fatigue diaphragmatique qui ne peut pas être vue sur l'échographie diaphragmatique en lien avec l'hyperinflation dynamique provoquée par la ventilation. En effet, cette hyperinflation dynamique s'accompagne du fait de la pression alvéolaire positive en fin d'inspiration, d'une charge inspiratoire supplémentaire sur les muscles diaphragmatiques. Et si les muscles diaphragmatiques, les autres muscles inspiratoires n'arrivent pas à lutter contre cette charge surajoutée, alors surviennent les efforts non récompensés. En effet, chez les patients BPCO, on voit cette hyperinflation dynamique avec un retour très tardif de la pression expiratoire à zéro, avec un effort ici des muscles respiratoires pour parvenir à déclencher le ventilateur. Et lorsque les muscles respiratoires n'arrivent pas à déclencher le ventilateur, surviennent les efforts non récompensés. Cette distension thoracique est liée à l'augmentation des résistances bronchiques et au collapsus prématuré des bronches à l'expiration. L'autre élément qui peut favoriser cette hyperinflation dynamique, c'est les cyclages tardifs, comme en témoigne cette étude du groupe Somno-VNI, où le cyclage tardif peut s'accompagner d'une inflation passive, c'est-à-dire que le patient attend de passer à l'expiration, attend la fin de la pressurisation pour passer à l'expiration, ou le patient peut faire un effort expiratoire que l'on voit ici sur cette étude de Paratsarati, où le patient fait un effort expiratoire avec la contraction des muscles transverses qui se voit ici avec un pic de pression qu'on retrouve également ici sur le signal de pression. Et donc, si le cyclage est retardé, le temps expiratoire ici est diminué et donc survient alors l'hyperinflation dynamique. L'autre élément qui peut favoriser l'hyperinflation dynamique, c'est la réduction du temps expiratoire, comme montré ici par Laurent Brochard chez des patients, alors cette fois-ci BPCO, mais en insuffisance respiratoire aiguë ventilée en réanimation, ou lorsque le patient a une fréquence respiratoire augmentée, ici à 19, on a une réduction du temps expiratoire qui ne permet pas la vidange pulmonaire et donc ce qui s'associe à une pression positive en fin d'expiration, une autopèpe. Lorsqu'on ralentit la fréquence respiratoire, cette fois-ci le temps expiratoire s'allonge, permettant une vidange totale pulmonaire. Donc finalement, si on veut résumer dans la BPCO les mécanismes physiopathologiques du syndrome de déventilation, celui-ci résulte d'une faiblesse diaphragmatique liée principalement aux efforts non récompensés, donc aux efforts
augmentée par le défaut de déclenchement du ventilateur en lien avec l'hyperinflation dynamique. Cette hyperinflation dynamique peut résulter soit d'un haut volume courant, soit d'un temps expiratoire insuffisant. Le haut volume courant est lié à une pression inspiratoire trop élevée, comme on voyait dans l'étude de Schellenberg, ou un temps expiratoire insuffisant qui peuvent être liés à un cyclage trop tardif, parfois lié à un temps inspiratoire maximal trop important, ou alors à une fréquence respiratoire spontanée du patient trop importante, qui, elle, peut résulter cette fois-ci d'une pression inspiratoire insuffisante. Cette pression inspiratoire insuffisante induisant également directement une fatigue diaphragmatique, puisque le diaphragme et les muscles respiratoires extradiaphragmatiques sont obligés de faire un effort supplémentaire pour assurer une ventilation alvéolaire correcte. Donc finalement, cette faiblesse diaphragmatique à l'origine du syndrome de déventilation peut se voir dans d'autres pathologies que la BPCO. Elle se rencontre alors cliniquement chez des patients qui ont des pathologies neuromusculaires évoluées avec une dysfonction diaphragmatique sévère, mais il n'y a aucune littérature dans ce domaine. C'est vraiment l'expérience clinique où on retrouve ce syndrome de déventilation qui peuvent être liés d'une part au fait que la pression inspiratoire est trop élevée, et cette pression inspiratoire trop élevée s'accompagne d'une réduction de la commande centrale. Donc, chez les patients neuromusculaires qui ont un syndrome de déventilation, il faut d'abord s'assurer que les patients ne soient pas trop ventilés la nuit par une capnographie nocturne. Mais dans la grande majorité des cas, ce n'est pas un excès de pression inspiratoire, ce sont des patients qui ont une difficulté à relancer la ventilation spontanée du fait d'un drive insuffisant ou surtout d'une dysfonction diaphragmatique importante. Et puis certains patients sont très sensibles au changement de la ventilation à pression positive apportée par la VNI à la ventilation à pression négative en ventilation spontanée. Souvent, c'est des patients qui ont des hauts niveaux de pression. Alors, comment lutter contre ce syndrome de déventilation ? Essentiellement dans la BPCO, puisque c'est là où ce syndrome est le plus prévalent. Il faut d'abord lutter contre l'hyperinflation. Lutter contre l'hyperinflation, tout d'abord en optimisant le traitement inhalé bronchodilatateur afin de lutter contre l'hyperinflation statique. Et puis, si le patient a des volumes trop élevés, c'est ce qu'on voit dans un certain nombre chez certains patients BPCO, notamment on voyait dans l'étude d'Anne Adler, dans ces cas-là, il faut diminuer la pression inspiratoire. Si on a des arguments pour du cyclage tardif vu sur l'enregistrement nocturne, sur la lecture des courbes, il faut augmenter la sensibilité du cyclage. Si le patient a une tachypnée du fait d'un bas volume courant, on voit des patients qui sont très tachypniques, et dans ces cas-là, s'ils sont très tachypniques, ils ont un temps expiratoire qui est insuffisant, et donc pas le temps de vidanger leurs poumons. À ce moment-là, il faut augmenter la pression inspiratoire pour réduire cette tachypnée. Et puis, si on n'arrive pas à corriger cette PEP intrinsèque, on peut augmenter la pression expiratoire pour diminuer l'effort inspiratoire du patient pour lutter contre cette PEP intrinsèque. Une équipe allemande, toujours la même, Junger et Lütgen, ont essayé de reproduire la ventilation à lèvres pincées qu'ont spontanément les patients BPCO en ventilation spontanée lorsqu'ils ont une hyperinflation. Et donc, dans ce mode ventilatoire, la pression expiratoire en début d'expiration augmente pour lutter contre cette PEP intrinsèque et puis repasse à un niveau de pression identique à la ventilation BiPAP classique. Et donc l'objectif, c'est d'essayer de diminuer les efforts inspirateurs non récompensés dus à cette hyperinflation en faisant cette respiration à lèvres pincées par une augmentation initiale de l'EPAP en début d'expiration. Ils ont évalué de façon prospective ce mode ventilatoire chez des patients qui avaient un syndrome de déventilation. Ils voyaient que grâce à la diminution
des efforts non récompensés, ils ont pu significativement diminuer la pression inspiratoire sans majorer l'hypoventilation alvéolaire et de fait améliorer les performances musculaires inspiratoires. Vous voyez que la CV augmente de façon significative et ils ont par ce fait amélioré le syndrome de déventilation. Ils ne l'ont pas corrigé totalement, mais ils l'ont amélioré sur la cotation de l'échelle de Borg au retrait du masque. Et enfin, si toutes ces modalités, ces modifications ventilatoires, alors la ventilation à lèvres pincées, il n'y a qu'une seule étude qui l'a testée sur peu de patients en rétrospective dans un premier temps et en prospective dans un deuxième temps, mais ce n'est pas un mode ventilatoire qui est disponible. Et donc, si le syndrome de déventilation persiste malgré la correction, la tentative de correction de l'hyperinflation dynamique et des efforts non récompensés, ou si le patient est sensible au passage de la pression positive à la pression négative, on peut essayer la rampe dégressive qui est proposée par différents fabricants et en particulier par Brea sur les Vivo 1, 2, 3. Cette rampe dégressive peut être réglée d'une durée de 10 à 60 minutes si on l'active par intervalle de 10 minutes. Et dans ces cas-là, la pression inspiratoire va diminuer progressivement par 2 cm d'H2O jusqu'à atteindre 2 cm au-dessus de l'EPAP ou au-dessus du début de la rampe. Donc pour conclure, le syndrome de déventilation est défini par une dyspnée aiguë matinale au retrait de la VNI. Ça a un gros impact clinique sur la dyspnée, comme son nom l'indique, sur la qualité de vie, mais également sur les performances physiques avec un patient qui va avoir une distance de marche réduite au test de marche de 6 minutes et surtout qui va avoir un impact sur ses activités quotidiennes. Vous voyez que la prévalence est importante, elle va de 30 à 58% chez les patients BPCO avec une atteinte respiratoire très sévère et qui présentent, vous voyez dans toutes les études, ce sont des patients qui ont une hyperinflation statique de base. Cette hyperinflation statique est aggravée par la VNI avec une hyperinflation dynamique qui peut être provoquée par des niveaux de ventilation, des pressions inspiratoires élevées et ou par des cyclages retardés. Ce syndrome de déventilation est en lien avec une faiblesse diaphragmatique et si on ne peut pas corriger les paramètres ventilatoires, on peut essayer une rampe dégressive pour aider le diaphragme à passer progressivement de la ventilation en pression positive à la ventilation en pression négative. Je vous remercie de votre attention.